Bonjour à tous, bienvenue chez Omerta, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ravi de vous recevoir à nouveau sur cette chaîne qui compte de plus en plus d'abonnés chaque semaine. Je sais que je le répète, c'est un peu mon mantra. Objectif 300 000 abonnés pour la fin de l'année. On est quasiment à 270 000. C'est beaucoup et ça contribue évidemment à la notoriété d'Omerta. Merci pour votre fidélité. Merci d'assister, de toujours cliquer, de venir voir nos grands entretiens sur cette chaîne et parfois également des extraits de nos reportages. Je répète aussi que pour ces mêmes reportages, vous avez aussi l'application qu'il faut télécharger sur votre téléphone qui vous permet d'accéder à nos documentaires qui sont le cœur d'Omerta, ceux que nous réalisons à l'étranger sur les conflits au Moyen-Orient, en Ukraine, également en Afghanistan. On a plein de choses à disposition, donc ne manquez pas cette partie d'Omerta et également le magazine toujours disponible en kiosque, Trump, l'Empire contre-attaque. Et le prochain est d'ailleurs en cours et il sortira à la fin de l'année. Voilà, pour cette édition, je reçois aujourd'hui Michel Geoffroy. Bonjour Michel. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de venir chez vous. Alors je vais vous prendre chez nous. Je vais vous présenter en quelques mots. Alors vous êtes énarque, ancien haut fonctionnaire. Donc là, nul n'est parfait. On se situe, oui, je sais. Mais d'ailleurs, c'est la première référence quand même. Bon, donc vous en êtes quand même fier. Vous étiez quand même un énarque à l'époque où l'ENA ne fabriquait pas que des machines à nous gouverner, on va dire. Vous êtes également, et ça c'est plus intéressant je trouve, contributeur à la fondation Polémia, que vous avez cofondée avec Jean-Yves Le Gallou. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, j'en cite quelques-uns. La superclasse mondiale contre les peuples, La nouvelle guerre des mondes, on en parlait tout à l'heure, juste avant le début de l'entretien, Le crépuscule des Lumières. Et là, vous publiez, alors, L'assimilation impossible, Bienvenue dans le meilleur des mondes. Mais là, vous publiez Occident Go Home. Donc, c'est plus simplement US Go Home, c'est Occident Go Home. Première question toute simple, à quand, selon vous, remonte le divorce, puisqu'on peut parler quand même aujourd'hui de divorce, entre cet Occident et le reste du monde? Alors, il y a plusieurs divorces. Il y a déjà un divorce entre l'Occident et l'Europe qui est en train de se produire. Jusqu'au début du XXe siècle, on pouvait dire que l'Occident, l'Europe et la chrétienté se recouvraient assez largement. Aujourd'hui, c'est moins vrai, c'est de moins en moins vrai. Et j'essaie de montrer justement que ce qu'on appelle l'Occident aujourd'hui, ce n'est plus la civilisation européenne, c'est même d'une certaine manière la décivilisation, parce que les prétendues valeurs de l'Occident, en fait, c'est des valeurs de destruction de toute civilisation. Alors, quelle est l'évolution? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut remonter à ce que Samuel Huntington écrit dans son fameux essai « Le choc des civilisations ». Il a une très belle formule. Il dit aujourd'hui, le monde est en train de se moderniser sans s'occidentaliser. C'est-à-dire que les autres civilisations sont en train d'accéder à leur tour, à des degrés divers bien sûr, mais sont en train d'accéder à leur tour à la modernité, elles sont en train d'accéder à leur tour à la puissance économique, à la puissance militaire, on le voit bien aujourd'hui. Et donc ça c'est un phénomène nouveau. D'une certaine façon, je dirais, les autres civilisations n'aimaient pas particulièrement les Européens ni les Occidentaux en général. Mais ils n'avaient pas les moyens de s'y opposer. Pensons à la Chine, au XIXe siècle, la Chine se fait imposer des traités inégaux, se fait imposer la consommation de drogue, etc., enfin des choses abominables. Les comptoirs. Oui, les comptoirs, elle se fait imposer une occupation militaire, les navires américains, européens sillonnent les fleuves chinois, enfin je veux dire, il faut imaginer ça. Aujourd'hui, c'est fini. Les Chinois ont les moyens de se faire respecter. Et donc c'est ça le phénomène, pour répondre à votre question, qui est en train de se produire, c'est que les civilisations émergentes ou réémergentes, on pourrait dire, parce qu'après tout la Chine c'est une très vieille civilisation, ont aujourd'hui les moyens de résister à l'Occident. Et donc il se produit un double phénomène. C'est pour ça que je dis bonne nouvelle ou ironie de l'histoire, les mondialistes occidentaux sont en train de perdre le monde. Ils le perdent doublement. Ils le perdent parce que
l'Occident n'est de moins en moins en mesure de dicter sa loi aux autres, et ils le perdent aussi intellectuellement parce que les élites occidentales, qui sont mondialistes, qui sont américanisées très largement, on pourrait y revenir, ne comprennent plus le monde dans lequel nous sommes. Elles continuent d'avoir des anciens critères, des anciens clivages qui ne correspondent plus à la réalité. Pensons par exemple à la notion dite de tiers-monde, dans laquelle, en particulier, ma génération a été bercée. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire, le tiers-monde. Alors justement, j'ai une question sur le tiers-monde. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire. À une époque, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de double classification du monde. Il y avait donc triple, on va dire. Il y avait l'Occident, vous aviez ce qu'on appelait les pays émergents, et puis le fond de la cuve, c'est-à-dire le tiers-monde. Avec l'idée que chaque pays devait progresser, mais dans la perspective de devenir comme nous. Ah bah oui. Voilà. Alors ça, c'est une fatale erreur. C'est le propre de l'utopie progressiste, qui s'imagine que tout le monde va aller vers le même point, une sorte de point oméga du développement, etc. Mais quelque part, à l'époque, une partie des élites de ces pays voulaient devenir comme nous. Bien sûr, parce que, encore une fois, nous sommes passés d'un monde où, d'une certaine façon, les élites de ces pays nous enviaient. Les Indiens rêvaient tous d'être dans une université anglaise. Ils rêvaient tous d'être assimilés à des lords anglais. Bon, comme les Africains rêvaient d'être des Européens comme les autres, etc. Bon, ce monde-là est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces civilisations, que ce soit la Chine, qui redécouvre d'une certaine façon les vertus du confucianisme, que ça soit l'Inde qui invente son propre voie de développement, le thème dominant aujourd'hui, c'était déjà, on peut dire, le thème de Bandung et du non-alignement. Oui. Nous n'avons pas envie de nous aligner sur vous, nous voulons avoir notre propre voie. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Et même les Africains, on le voit bien aujourd'hui, les Africains disent « on ne veut plus vous suivre ». D'ailleurs, on le voit dans le cadre des sanctions contre la Russie. On voit qu'en réalité, les Occidentaux, c'est-à-dire en fait l'ensemble des pays qui sont soumis aux États-Unis, pour être clair, les Occidentaux sont assez marginalisés et n'ont pas la capacité de forcer les autres à rentrer dans leur propre clivage politique. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, je dirais, la conséquence de ce que disait Huntington, le monde se modernise sans s'occidentaliser, ça veut dire qu'aujourd'hui, d'une part, l'Occident ne fait plus peur. On ne nous a jamais vraiment aimés, mais on avait peur de nous et on nous enviait. Aujourd'hui, on a de moins en moins peur de nous. C'est donc une situation qui est beaucoup moins confortable, en particulier pour les Européens, qui sont considérés comme la dernière roue du carrosse, en quelque sorte. Et puis, deuxièmement, on ne nous envie plus. C'est-à-dire que notre mode de société, notre façon, les fameuses valeurs dont on nous rabat les oreilles, sont plutôt des valeurs repoussoires pour une grande majorité de la population. C'est pour ça que j'ai pris comme titre « Occident Gaume ». C'est ce que disent aujourd'hui la majorité de la population mondiale, qui en a assez de ces Occidentaux donneurs de leçons, de ces Occidentaux qui ont des valeurs en caoutchouc, n'est-ce pas? Parce qu'on sait très bien que pour l'Occident, il y a les bons et les mauvais dictateurs, les bonnes et les mauvaises épurations ethniques. Les bonnes et les mauvaises guerres. Les bonnes et les mauvaises guerres, bien entendu, etc. Donc, tout ceci devient insupportable, et d'autant moins supportable quand on a la capacité d'échapper à la domination occidentale. Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, tous les pays ne sont pas dans la même situation. Il est clair que l'Afrique est dans une situation moins facile, par exemple, que la Chine ou l'Asie ou la Russie. Elle a moins les moyens de s'affirmer, mais elle s'affirme quand même, déjà sur la scène internationale. Vous voyez ce qui se passe aux Nations Unies, où les Africains, de plus en plus, réclament une voix particulière et leurs propres valeurs. Alors, quand l'Occident va mettre un drapeau LGBT sur les ambassades anglaises ou américaines dans les pays africains, ou quand la France désigne un ambassadeur pour les droits LGBT à destination de l'Afrique, inutile de dire que les Africains ne comprennent pas du tout et prennent ça pour une manifestation de folie, de mépris à leur égard. Est-ce que finalement, ce n'est pas pire que les griefs qu'ils nous faisaient avant? C'est-à-dire, nous avons été taxés d'abord de colonisateurs, que nous étions, ensuite de néocolonisateurs, puisque nous continuions à l'époque, notamment dans le cadre de la France-Afrique,
quelque part se servir des richesses, en tout cas considérer ces pays-là comme nos précarés, mais que ces valeurs, enfin en tout cas que ces comportements étaient tolérés ou en tout cas acceptés, bon gré mal gré, parce que on considérait que voilà, c'était injuste, mais bon, on ne pouvait pas faire autrement. Avec ce qui est en train de se passer, justement, l'arrivée du wokisme, l'arrivée des valeurs LGBT, on ne s'attaque plus simplement aux richesses du pays, mais les Africains ont l'impression qu'on s'attaque à leur âme, quelque part. Il y a une déclaration des droits de l'homme africains, Oui. Dans cette déclaration, qui est alors en partie un copier-coller de la déclaration des Nations Unies, il y a des points très importants. Le respect de la culture, le respect de la famille, qui sont considérés comme des valeurs, le respect de l'identité. Donc nous, quand on vient leur dire « mais non, attendez, tout ça, ça n'a pas de valeur, les nations n'existent pas, les ethnies n'existent pas, les sexes n'existent pas », ils ne comprennent pas. D'abord, je pense qu'ils se moquent de nous, ils nous traitent comme des fous. Nous sommes devenus le pays des fous. Enfin, l'Occident, c'est le monde des fous, le monde des menteurs, le monde des lâches, des gens qui n'osent pas se battre, qui ne défendent pas leurs frontières, le monde où les délinquants sont dans la rue, etc., etc. Tout ça pour ces sociétés qui ont conservé une approche traditionnelle des sociétés. Une approche, alors dans le cas de l'Afrique, il y a sans doute des excès dans l'ethnisme, mais nous heurtons complètement leurs propres valeurs. Et d'ailleurs, il suffit de voir ce qui se passe avec l'immigration. Là, on a un autre exemple où les gens viennent en Europe parce qu'ils sont attirés par la facilité ou la richesse de l'Europe, mais ça pas pour autant qu'ils adhèrent à nos propres valeurs. Et je pense que c'est un des éléments du terreau de l'islamisme et du mépris que beaucoup ont à notre égard. Donc nous avons un comportement, nous sommes perçus, ce que j'essaie d'expliquer, comme une sorte de maladie civilisationnelle. Et donc il faut se protéger de cette maladie. Et nous, on continue de croire que tout le monde nous aime, que tout ça est merveilleux. Ce n'est pas vrai. Mais, encore une fois, la situation nouvelle dans laquelle nous sommes, c'est que maintenant, les autres ont les moyens de nous résister. Et même de nous affronter. Je pense que c'est ça qui est aujourd'hui le grand tournant. Encore une fois, au temps de la colonisation anglaise, les Indiens n'aimaient pas particulièrement les Anglais, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Aujourd'hui, c'est différent. C'est différent. Quand on est 1,4 milliard habitants, on pèse autre chose. Bien sûr. Et alors, pour ce qui est de leurs dirigeants, justement, avant, nous avions l'arme démocratique, pour laquelle nous avons décapité Saddam Hussein, mis à terre Kadhafi. Enfin, je parle mais semer le chaos, donc on a semé le chaos. Semer le chaos parce qu'on n'avait pas de plan pour l'après et qu'on s'est imaginé qu'on pouvait s'en débarrasser. Mais surtout, ma question est la suivante. Est-ce que ces autocrates, appelons-les autocrates, régimes illibéraux, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, ou dictature, ne sont pas finalement confortés par l'idée, par l'adversité que nous représentons. C'est-à-dire, est-ce que ces dictatures étant supportées par leur peuple, avec difficulté, mais comme le dirigeant se veut le garant de la famille, de la tradition, etc., je pense à Poutine en particulier, eh bien finalement ça ne renforce pas le pouvoir de ces régimes qui nous sont hostiles. Vous avez tout à fait raison, c'est ce que j'essaie de développer. Je pense qu'aujourd'hui, le modèle politique et social incarné par les BRICS est en train d'avoir une séduction croissante. Qu'est-ce que c'est que ce modèle ? C'est un mélange nouveau, original, avec une économie de marché dynamique, mais un État fort pour notamment réguler les oligarchies et faire prévaloir une certaine conception du bien commun, plus le respect de l'identité culturelle de la civilisation en cause. C'est la vieille formule chinoise, qu'importe la couleur du chat, l'essentiel c'est qu'il attrape des souris, donc on va piocher dans notre identité ce qui est positif. Bon. C'est tout le contraire de ce qu'on fait en Occident. En Occident,
D'abord, aujourd'hui, l'Occident, y compris les États-Unis, devient une zone de croissance médiocre. Hein. Aujourd'hui, les BRICS ont rattrapé le G7. Deuxièmement, l'État est extrêmement faible. Hein. En Chine ou en Russie, les oligarques peuvent se retrouver en prison. Chez nous, ils ont la Légion d'honneur. C'est ça la différence. Hein. Donc, on ne maîtrise pas l'économie, on ne maîtrise pas grand-chose. Et donc, pour ces pays, je pense que le modèle des BRICS passe pour un modèle gagnant, c'est-à-dire, effectivement, tout ce qu'on a perdu, nous, c'est-à-dire une certaine autorité de l'État au service du bien commun, alors, ou de la nation. On peut toujours dire, mais nous, on ne sait même pas ce que c'est que le bien commun. Bien sûr. Le bien commun est un concept qui ne rentre pas dans la grille libérale. Hein, il n'y a que des individus, la société n'existe pas, comme disait Madame Thatcher, donc il n'y a pas de bien commun. Hein. Bon, donc c'est ça qui est en train de se produire. D'ailleurs, vous avez vu le forum de Kazan, il y a quand même 36 États qui étaient présents. Il y a énormément d'États qui sont candidats pour intégrer dans les BRICS. On voit bien qu'il y a, alors c'est pas sans arrière-pensée bien sûr pour certains, mais il y a un modèle d'adhésion qui... et en plus, la Chine a eu, avec l'Organisation de coopération de Shanghai, une approche tout à fait différente des organisations internationales qui, elles, lient l'aide financière à des réformes sociétales. Hein, c'est comme le FMI, la Banque mondiale qui impose à l'Ouganda d'avoir des règles favorables aux LGBT. Bon, ce que ne font absolument pas les Chinois. Ils ont compris qu'il ne fallait pas faire ça. Hein, donc, de ce point de vue-là, ce modèle est beaucoup plus séduisant qu'un modèle occidental. Alors, en plus, nous passons notre temps, nous avons des chefs d'État qui passent leur temps à vanter la démocratie. Comme je dis souvent, les immigrants, ils n'ont pas de papier quand ils viennent chez nous, mais ils ont un portable. Et donc, ils continuent de communiquer avec le pays d'origine. Ils voient bien ce qui se passe dans nos pays. On voit bien que la démocratie en Occident est en train de diminuer, que progressivement, nos systèmes politiques évoluent vers une sorte de néo-totalitarisme ou de réduction des libertés. Donc, nous ne faisons moins rêver, si vous voulez. Aujourd'hui, je pense que Occident-Gaume, les gens ne rêvent de moins. La majorité de la population mondiale rêve d'autant moins de l'Occident qu'elle est en train d'acquérir ce qu'avait auparavant l'Occident. Ils ont des voitures, ils ont des TGV. D'ailleurs, où sont les trains les plus rapides du monde aujourd'hui? Ils sont en Asie. Où sont les plus hauts buildings? Ils sont en Asie ou à Dubaï. Où sont les plus hautes autoroutes? Ils sont en Chine. Voilà, je veux dire. Donc, il n'y a pas besoin de vouloir être occidental. Le monde, encore une fois, se modernise sans s'occidentaliser. L'Asie accède aujourd'hui à une puissance, y compris une puissance militaire, qui était auparavant l'apanage exclusif de l'Occident. Aujourd'hui, regardez, les Chinois ont combien de porte-avions, etc. Enfin, je veux dire, bon, donc c'est ça qui est en train de se passer. Donc le monde, si je puis dire, c'est sans doute prétentieux de parler le monde, mais une grande partie de la population mondiale aujourd'hui trouve que les Occidentaux, franchement, ce n'est pas un modèle à suivre. C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Vladimir Poutine, dans un discours en février 23, il a dit qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Dans un grand discours fleuve qu'il a fait devant les fonctionnaires et la Douma, où il a dit d'ailleurs, au train où vont les choses, les Occidentaux finiront par légaliser la pédophilie, mais il dit qu'ils fassent ce qu'ils veulent. On s'en moque. Il a tourné la page. Voilà, il se produit un découplage, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que la vieille idée progressiste, tout le monde va faire la même chose et tout le monde va finir, bien sûr, par être soumis à la domination occidentale, c'est-à-dire en clair à la domination nord-américaine, je pense que ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on participe, moi je suis né en 1968, j'ai reçu une éducation catholique dans la République française. Pendant une bonne partie de ma vie, je me suis imaginé que même ma religion, qui était très présente quand j'étais jeune et qui l'est toujours, s'effacerait progressivement, c'était l'idée, vers quand le progrès, le que toutes ces vieilles n'auraient plus lieu d'être, ou moins en tout cas, quand on aurait adjoint, et que de façon linéaire, pour certains peut-être un peu moins que pour d'autres, l'humanité est arrivée vers un progrès. Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, j'en suis plus du tout convaincu. Non, mais c'est incroyable
sur la période d'une vie, on arrive à un tel basculement. Ah oui, enfin... Et vous aussi, j'imagine. Oui, non, mais en vous écoutant... Vous avez cru au progrès. Je pensais... Oui, mais il y a un malentendu sur le progrès. Non, mais rappelez-vous ce qu'on disait dans les années 80. Quand on commence à voir apparaître déjà quelques attentats islamistes, oui. On dit, ne vous inquiétez pas, le djinn remplacera le tchador. Oui. Fatale erreur. On peut très bien aujourd'hui avoir un djinn, des Nike et un tchador. Il n'y a aucun problème. Le monde se modernise sans s'occidentaliser. Donc, si vous voulez, c'est une grande naïveté de croire que les autres... Ça revenait, en fait, c'était un mépris, en quelque sorte. C'est du suprémacisme, si je puis dire, anglo-saxon. La culture des autres n'a aucune valeur. Il n'y a que la nôtre qui est bonne. Et donc tous les autres n'aspirent qu'à une chose, être comme nous. Voir les autres n'ont pas de culture. La culture, c'est la nôtre. Oui, c'est ça. Les autres n'ont rien. Bon, très bien. Non, justement, aujourd'hui, les autres disent non, nous, on a une culture. Le grand spectacle de danse chinois là, qui parcourt l'Europe, la publicité s'est marquée 5000 ans d'histoire. 5000 ans d'histoire. Donc ces gens disent, mais nous, on a une culture. Vous étiez encore... vous viviez dans des huttes en terre battue, et nous, on avait déjà des éclairages urbains, etc. Nous avions une grande culture. Bon. Donc c'était une prétention qui est au cœur du progressisme, hein, cette idée que tout le monde va dans la même direction, l'idée que l'histoire est vectorielle, elle est unique, et que donc on peut la prévoir par définition, puisqu'elle est vectorielle. C'est très simple. On peut en décréter la fin. Oui, parce que ça avait été la suprême arrogance de la chute de l'Union soviétique. Oui, tout à fait. Mais ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que les États-Unis ont cru pendant 10 ans. Hein, il y a eu 2 tours qui sont tombés, et ça a tout changé. Ouais. Et d'ailleurs, quand on lit avec précision Fukuyama, il a été prudent déjà. Hein. Il disait « l'économie de marché a triomphé », ce qui n'est pas faux. Oui. Elle a triomphé de l'économie dirigée. Par contre, la démocratie disait, oui, mais il peut y avoir quand même des accidents de parcours. Eh bien oui, évidemment. Hein, bon. Mais donc c'était une croyance qu'on a héritée du XVIIIe siècle, hein, l'idée que tout le monde a les mêmes valeurs, tout le monde fait la même chose, et tout le monde va dans la même direction. Aujourd'hui, je dirais, nous vivons des temps apocalyptiques au sens étymologique du terme. C'est la révélation que ce n'est pas vrai. Ah ben non, oui, on peut être moderne, on peut avoir des téléphones portables, mais on peut pour autant... considérer que la civilisation chinoise est une civilisation qui mérite d'être conservée, qu'elle n'a pas besoin de devenir une sorte de pseudo-civilisation occidentale. Et c'est pareil pour l'Afrique, c'est pareil pour la Russie, je crois qu'on le voit bien, même si la Russie a toujours été dans une tension particulière entre l'Europe et une vision plus orientale. Mais c'est quand même ça. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils fassent ce qu'ils veulent. On n'a plus besoin de vous. Mais alors, pour revenir sur mon idée du caractère préjudiciable de continuer à conserver en Occident cette mentalité, cet état d'esprit, parce que finalement, quand on regarde un pays comme l'Iran, qui lui aussi explique qu'ils ont 3000 ans d'histoire et en sont parfaitement investis, je dirais, nourris, fiers de cette civilisation, de Persépolis, de ces empereurs qui ont régné sur une partie du monde. Finalement, à vouloir regarder les choses comme évoluant dans notre sens, on n'en voit pas la spécificité, c'est 5000 ans d'histoire. Et quand on se retrouve confronté, comme c'est le cas en ce moment entre Israël et l'Iran, on s'aperçoit que l'Iran est quand même capable d'envoyer des missiles balistiques sur Israël, alors qu'on avait tendance à les considérer dans une sorte d'espace turban, d'enturbané, de type en sandales, et qu'on n'avait pas vu la nation d'ingénieurs qui avait derrière. Bien sûr, oui. Voilà. D'ailleurs, donc c'est préjudiciable pour nous. Pas simplement au niveau de l'image que nous avons, mais aussi de la façon dont nous nous défendons. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le monde échappe aux mondialistes, c'est-à-dire en fait au bon vieux cosmopolite, c'est-à-dire une idéologie très ancienne. Hein, il y a encore de beaux restes. Voilà, non, mais donc cette idée que il n'y a plus de nation, il n'y a plus rien, on va tous dans le même sens, etc. C'est la philosophie de Star Trek, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que vous avez un vaisseau où il y a plein de monstres dans le vaisseau, mais il y a quand même une direction américaine dans le vaisseau. Bon, voilà, c'est ça. C'était une illusion.
Alors, Ça, c'est l'Occident. Oui, voilà. Et donc, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'on va continuer de commander les autres, alors que les autres sont de plus en plus puissants et qu'ils n'ont pas du tout envie d'être commandés par des gens qui croient à des choses invraisemblables. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, il y a... Pour ça que j'ai le titre Occident Go Home, je le dis, il faut aussi que nous-mêmes nous le disions, nous, Européens. C'est-à-dire il faut aussi que nous ayons une attitude de décolonisation mentale et tout simplement stratégique. Occident Go Home, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'abord, il faut rejeter ces valeurs complètement folles, cette idéologie occidentale. Il faut rejeter la cancel culture, c'est-à-dire l'idée on doit nier notre propre passé. Tout le contraire de tous les autres refusent de nier leur passé. Au contraire, l'Égypte, il n'y a pas longtemps, a fait une gigantesque manifestation pour transférer des sarcophages égyptiens d'un musée à un autre. C'était devenu un événement national. Donc il y a une appropriation du passé que nous n'avons pas. Alors donc déjà, Occident Go Home, ça veut dire il faut rejeter cette idéologie occidentale, toutes ces valeurs devenues folles. Deuxièmement, il faut s'émanciper de la tutelle stratégique des États-Unis, qui nous conduit dans des guerres qui ne sont pas les nôtres, comme De Gaulle l'avait prévu dès les années 60, comme des tas de gens l'avaient prévu. Nous sommes en plein dedans aujourd'hui. Et puis troisièmement, il faut surtout qu'on modifie notre manière de voir le monde. Il faut arrêter de voir le monde au travers de nos lunettes progressistes. Il faut reconnaître, je dirais, la vérité de chaque civilisation. Il faut arrêter de croire que nous sommes en mesure d'imposer, nous sommes les seuls à posséder la vérité et le bien. C'est pas vrai. Donc, et si nous faisons ça, nous avons une chance de réintégrer l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes perçus, nous, Européens, nous sommes très mal perçus. D'abord, les Américains nous considèrent comme des vassaux consommables. Comme toujours dans l'histoire, les prétendus alliés des États-Unis ont toujours été sacrifiés aux intérêts américains, donc il n'y a pas de problème. Donc nous sommes dans cette situation. Et en plus, le reste du monde nous voit comme les exécuteurs des basses œuvres des États-Unis. Vous avez cité l'Irak, vous avez cité Kadhafi. Tout le monde sait que nous sommes des exécutants et nous ne sommes pas du tout des gens respectables. Bon, donc il faut qu'on modifie notre regard. Parce qu'aujourd'hui, les tensions mondiales, elles naissent, me semble-t-il, de la volonté fondamentalement nord-américaine, mais d'une partie aussi de l'ensemble des Occidentaux, de refuser le monde polycentrique ou multipolaire, quelle que soit l'expression qu'on utilise, c'est-à-dire de refuser l'émergence des autres civilisations et de refuser l'idée qu'il va falloir qu'on discute avec elles, au lieu d'imposer en permanence notre point de vue par le chantage économique, financier, encore que de moins en moins on est capable de le faire, voire par la violence guerrière. Donc c'est ça qu'il faut. Donc si nous ne faisons pas ça, je pense que notre destin est scellé. Il est déjà scellé démographiquement. L'Europe est vieillissante, elle est très vieillissante. Elle continue d'être ouverte à une immigration qui est en train de modifier quand même beaucoup de choses en Europe, qui en plus est en train d'apporter une nouvelle religion, une autre religion, enfin bref. Donc si nous ne faisons rien, nous serons au mieux une sorte de réserve touristique pour des riches chinois ou des riches russes, je ne sais pas, ou des riches américains, il y en aura quand même. Nous risquons de sortir de l'histoire. Nous sommes déjà assez largement sortis de l'histoire. La France, aujourd'hui, la voix de la France, qui est-ce qui écoute la voix de la France aujourd'hui Personne n'écoute la voix de la France. Enfin, je veux dire, d'abord, on n'a pas grand-chose à dire. En plus, on ne dit que la même chose que les autres puissants. On dit que la même chose que les États-Unis. Donc, pas intéressant. Regardons la façon dont la France a été exclue s'est exclue elle-même de jouer un rôle d'équilibre dans le conflit ukrainien. La France ne fait plus rien. Elle est là. Donc, si nous ne faisons rien, si nous nous essayons pas à notre tour de nous libérer de cet Occident qui est en train de nous entraîner dans son sillage. Je pourrais prendre l'image du Titanic, je veux dire, les remous vont être très forts. Si on ne s'en éloigne pas, nous allons être dans une situation catastrophique. C'est déjà le cas avec la guerre en Ukraine. L'économie européenne est plombée
par les sanctions. Il y a déjà la guerre sur le sol européen. Pourquoi pas demain la guerre nucléaire, puisqu'on nous explique que ça serait bien quand même que les missiles à courte portée reviennent. Ah bon, bah oui, très bien. C'est ça notre avenir. Je ne le crois pas. Donc il faut à notre tour, en quelque sorte, s'émanciper et retrouver les voies de l'indépendance. Ça ne sera pas facile, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que l'hégémone américain va se laisser faire. Hein. Ça ne sera pas facile. Mais rien n'est jamais facile, je veux dire, dans l'histoire. Voilà. Michel Geoffroy, merci beaucoup. Merci d'avoir invité. répondu présent. C'était absolument passionnant. On est un peu pris par le temps, mais sinon on aurait bien fait 2 émissions comme ça, tant il y a de choses à dire. Je signale donc la parution de votre dernier ouvrage dont nous venons de parler en partie, Occident Go Home, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie. Non, Via Romana. Via Romana, pardon, je me suis trompé. Donc, édition Via Romana, précipitez-vous dessus. Donc, Occident Go Home par Michel Geoffroy. Merci à vous d'avoir assisté à cette émission. J'espère qu'elle vous a plu et que vous reviendrez encore plus nombreux la semaine prochaine sur la chaîne YouTube d'Omerta. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.